On dit que le désert recèle des secrets. Ces sables silencieux, balayés par les vents de l'éternité, deviennent le linceul de civilisations perdues, de dieux oubliés et de rois dont les noms jadis ont fait trembler le monde. Mais aucun secret n'a jamais été aussi convoité, aussi envoûtant et, comme on le découvrira, aussi mortel que celui scellé sous les rochers brûlants de la vallée des rois. Ceci est une histoire qui dépasse le simple cadre de l'or et des artefacts antiques. C'est l'histoire d'une malédiction née dans les profondeurs d'un tombeau et déchaînée pour hanter ceux qui ont osé troubler le sommeil éternel du jeune pharaon. Au début du XXe siècle, l'Égypte exerce une véritable fascination sur les aventuriers, les érudits et les chasseurs de trésors. Les somptueux tombeaux de Séti Ier et de Ramsès le Grand ont déjà ouvert leurs portes au monde moderne, dévoilant leurs merveilles. Il semblait que la vallée des rois ait livré tous ses secrets. Presque tous. Parmi le panthéon des grands souverains du Nouvel Empire, un nom demeurait oublié, presque effacé de l'histoire par ses successeurs, Toutankhamon. On savait peu de choses sur lui, un jeune souverain qui accéda au trône en une période de trouble et disparut tout aussi soudainement. Pour la plupart des égyptologues, il n'était qu'une simple note de bas de page dans l'histoire, un personnage insignifiant dont la sépulture avait probablement été pillée, voire perdue depuis longtemps. Mais pas pour tout le monde. Un homme, Howard Carter, était obstiné, méticuleux et passionné par Toutankhamon. Pendant des années, il a sillonné sans relâche la vallée brûlée par le soleil, creusant des tonnes de sable et de roches. Saison après saison, il n'a connu que déception. Ses collègues se moquaient de son entêtement, qualifiant ses recherches de chasse aux fantômes. Le financement de son mécène, le riche aristocrate anglais Lord Carnarvon, s'épuisait. Carnarvon lui-même, aventurier et joueur, était prêt à mettre un terme à cette entreprise coûteuse et infructueuse. L'automne 1922 devait être le dernier. C'était la dernière chance de Carter, son ultime tentative. Il décida de creuser là où il ne semblait rien y avoir, une petite zone au pied du tombeau de Ramsès-ci, parsemée de cabanes d'anciens bâtisseurs. On pensait le site vide, entièrement fouillé. Mais l'intuition, ou peut-être le désespoir, disait à Carter qu'il devait chercher là. Puis, le 4 novembre 1922, alors que tout espoir semblait perdu, la pioche d'un ouvrier heurta quelque chose de solide. Ce n'était pas de la pierre. Après avoir dégagé le sable, les ouvriers découvrirent quelque chose qui fit sursauter Carter. Une marche, une seule marche, taillée dans la roche et descendant dans l'obscurité. Le travail acharné se poursuivit toute la journée. Pas à pas, un escalier fut mis au jour sous des siècles de sédiments, menant sous terre, au cœur même du mystère. L'escalier les mena à une porte scellée, et dans le plâtre qui la recouvrait, des empreintes de sceaux apparurent, d'anciens sceaux de la nécropole royale. Le tombeau était intact. Carter envoya immédiatement un télégramme à Lord Carnarvon en Angleterre. « J'ai enfin fait une merveilleuse découverte dans la vallée. Un tombeau aux sceaux intacts a été mis au jour. Tout avait été rebouché avant votre arrivée. » 3 semaines d'attente parurent une éternité. Enfin, le 26 novembre, Carter, Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn, se tinrent devant cette porte ouverte sur le passé. Au-delà s'étendait un couloir jonché de décombres, et au bout de ce couloir, une autre porte scellée. Carter y aperçut un cartouche portant le nom qu'il cherchait depuis si longtemps, Nebkhéprur Toutankhamon. Les mains tremblantes, Carter perça un petit trou dans le coin supérieur gauche de la porte.
L'air emprisonné depuis plus de 3000 ans s'échappa en un jet brûlant, faisant vaciller la flamme de la bougie. Carter approcha la bougie du trou et regarda à l'intérieur, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Derrière lui, Lord Carnarvon se figea d'impatience. Incapable de se contenir, il demanda « Voyez-vous quelque chose ?» Les secondes s'écoulèrent, qui semblèrent des heures. Carter, abasourdi et sans voix, ne put que murmurer en réponse. Oui, des choses merveilleuses. Ce qu'il vit dépassa tout ce qu'il avait pu imaginer. De l'or scintillait dans l'obscurité, de l'or partout, d'étranges figurines animales, des statues, des trônes, des sarcophages, des chars démantelés, tout était plongé dans un désordre indescriptible, comme si le tombeau avait été scellé à la hâte. Ce n'était pas une crypte, mais un véritable trésor, une image figée d'une époque révolue. Le monde entier retint son souffle. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre. Des dizaines de journalistes affluèrent en Égypte pour assister à la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Mais, mêlé à l'extase et à la jubilation, quelque chose d'autre commença à émerger des profondeurs du tombeau profané. Quelque chose de sombre et de sinistre. Des rumeurs commencèrent à circuler. Au début, ce n'était que des murmures parmi les ouvriers du village, une crainte superstitieuse de la colère des esprits dérangés. Puis la légende prit forme. Les journaux, avides de sensationnalisme, s'emparèrent de l'histoire d'une tablette d'argile prétendument trouvée à l'entrée de la chambre funéraire. Y était inscrit, affirmaient les journalistes, un avertissement funeste: la mort frappera quiconque trouble la paix du pharaon. La plupart des érudits ont rejeté cette hypothèse, la considérant comme un canular, une invention destinée à un public mystique. Aucune plaque portant une telle inscription ne figurait dans les inventaires officiels de Carter. Mais le mal était déjà fait. La graine d'une malédiction avait été semée dans l'esprit de millions de personnes. Le monde, fasciné par l'éclat de l'or de Toutankhamon, ignorait encore que le prix de ce spectacle pouvait être exorbitant. La porte de l'éternité s'ouvrit. La paix ancestrale fut brisée, et tandis que les archéologues répertoriaient les trésors, une force invisible, endormie depuis 33 siècles, s'éveilla. La légende de la malédiction des pharaons entama son sanglant décompte, et sa première victime serait celle qui paierait pour ce sacrilège. Au début du XXe siècle, la vallée des rois, jadis nécropole sacrée des plus grands souverains d'Égypte, semblait épuisée et désolée. Pendant des siècles, pilleurs, puis archéologues, avaient sillonné ces pentes brûlées par le soleil, mettant au jour tombe après tombe. De grands noms, Ramsès, Thoutmosis, Amenhotep, étaient déjà entrés dans l'histoire. Leurs trésors ornaient les musées du monde entier et leurs momies étaient soumises à l'analyse scientifique. Il semblait que le sable ait livré tous ses secrets. La plupart des archéologues abandonnèrent la vallée, la déclarant vide. Mais pas tous. Deux hommes, que tout oppose, étaient obsédés par une idée unique, presque insensée: retrouver le dernier tombeau intact, la chambre funéraire d'un jeune pharaon, peu connu, nommé Toutankhamon. Le premier d'entre eux était Howard Carter. Il n'était ni un aristocrate amateur, ni un aventurier. Archéologue dans l'âme, il était un homme pour qui le passé était plus réel et plus important que le présent. Fils d'artiste, il n'avait pas fait d'études universitaires, mais il possédait un don rare, une méticulosité incroyable, un œil aiguisé et une obstination frôlant l'obsession. Carter arriva en Égypte dans sa jeunesse et en tomba amoureux pour toujours. Il s'imprégnait de l'histoire des siècles,
lisait les hiéroglyphes comme un livre ouvert et croyait en ce qu'il appelait l'intuition archéologique. C'était un homme direct, réservé et difficile, capable de vivre des années durant dans des conditions spartiates pour un but insaisissable. Pour lui, Toutankhamon était bien plus qu'un simple nom sur une liste de pharaons. Il était la dernière énigme de la vallée des rois, la clé de toute une époque, et Carter était prêt à consacrer sa vie entière à cette énigme. Le second était George Herbert, 5e comte de Carnarvon. À l'opposé de Carter, c'était un riche aristocrate anglais, propriétaire du célèbre château de Highclere, passionné d'automobile et joueur invétéré, misant surtout des courses hippiques aux fouilles archéologiques. Ce ne sont pas des ambitions scientifiques qui l'ont conduit en Égypte, mais un tragique accident. Un terrible accident de voiture en Allemagne a gravement affecté sa santé, et les médecins lui ont conseillé de passer les hivers dans un climat chaud et sec. L'Égypte est devenue son refuge. Lassé de l'oisiveté, le lord s'est passionné pour l'égyptologie en faisant un passe-temps coûteux. Il a obtenu l'autorisation de mener des fouilles, mais s'est vite rendu compte qu'une approche amateur ne suffirait pas. Il lui fallait un professionnel, quelqu'un qui connaissait la vallée comme sa poche, un homme aussi passionné que lui. En 1907, le destin l'a mis sur le chemin d'Howard Carter. Ainsi naquit l'une des alliances les plus célèbres et les plus complexes de l'histoire de l'archéologie. Carnarvon apporta l'argent, les relations et le prestige aristocratique. Carter, quant à lui, y déploya son savoir, son expérience et un dévouement sans faille. Ce fut une association de feu et de glace, de passion et de méthode. Carnarvon attendait des découvertes rapides et sensationnelles. Carter, de son côté, insistait sur un travail lent et minutieux. Il cartographiait la vallée en carré et méthodiquement, centimètre par centimètre, tamisait des tonnes de sable et de gravats. Année après année, le sable de la vallée des rois s'écoulait entre leurs doigts, ne laissant derrière lui que la poussière de la déception. Ils trouvèrent des tessons de poterie, des fragments d'objets funéraires et plusieurs caches d'objets que Carter était persuadé d'appartenir au mobilier funéraire de Toutankhamon. Ces miettes alléchantes, ces indices qui ne faisaient qu'attiser son obsession, ne lui offraient pas l'essentiel, l'accès au tombeau. Ses collègues archéologues se moquaient de son entêtement. Les journaux dénonçaient le gaspillage insensé d'argent de Lord Carnarvon. Puis éclata la Première Guerre mondiale et les fouilles furent suspendues pendant plusieurs années. Lorsqu'ils reprirent les fouilles en 1917, l'atmosphère devint encore plus tendue. Carnarvon avait dépensé une fortune, l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels, pour un résultat quasi nul. Sa patience et ses finances étaient à bout. Carter, en revanche, était plus confiant que jamais. Il avait exploré la vallée de fond en comble. Il savait où d'autres avaient fouillé et où demeuraient les zones inexplorées. Son attention fut attirée par une petite zone triangulaire au pied du tombeau de Ramsès VI, jonchée de débris de sa construction et de vestiges d'anciennes cabanes d'ouvriers. Personne ne s'était donné la peine de dégager ces débris. C'était un travail pénible, ingrat et probablement vain. Mais l'intuition de Carter lui criait que, juste là, sous ces débris millénaires, un indice les attendait. À l'automne 1922, Lord Carnarvon était prêt à abandonner. 5 saisons de recherches infructueuses après la guerre avaient sapé son enthousiasme. Il convoqua Carter à son château, Highclere Castle, en Angleterre. Dans le silence frais de la bibliothèque anglaise, si différent de la chaleur étouffante de la vallée,
une conversation décisive eut lieu. Carnarvon annonça qu'il retirait son financement. C'était la fin. Mais Howard Carter n'était pas du genre à abandonner. À cet instant précis, alors que le rêve de sa vie s'éloignait, il se donna à fond. Il regarda son patron droit dans les yeux et prononça des mots qui allaient changer le cours de l'histoire. Il implora une dernière saison, une seule, et si cette saison ne donnait rien, il la financerait lui-même sur ses maigres deniers. Lord Carnarvon, joueur invétéré, ne put rester insensible à une foi aussi désespérée. Peut-être reconnut-il dans les yeux de l'archéologue la même flamme dévorante qui l'animait lorsqu'il avait tout misé sur un seul cheval. Il regarda cet homme obstiné et asocial et comprit qu'il ne pouvait lui refuser sa dernière chance. Après un long silence, il accepta. Une dernière saison, un dernier pari. Fin octobre 1922, Howard Carter retourna à Luxor. Il sentait que c'était son adieu à la vallée. L'espoir était aussi fragile que du papyrus ancien, et le temps lui filait entre les doigts comme du sable. Il ordonna aux ouvriers de commencer à déblayer cette zone triangulaire qu'il avait si longtemps contemplée, une zone que tous croyaient vide. Les sables de la vallée des rois recelaient leur dernier grand secret, et le compte à rebours final commença. La vallée des rois, novembre 1922. C'était un lieu où les rêves s'éteignaient. Pendant des décennies, les archéologues ont fouillé cette terre aride et silencieuse sous le soleil brûlant d'Égypte, et pendant des décennies, la vallée a gardé ses derniers secrets. Elle semblait avoir livré tout ce qu'elle pouvait. Les tombeaux des grands Ramsès, Thoutmosis et Amenhotep. Tous avaient été découverts, et tous avaient été pillés dans l'Antiquité. Pour le monde scientifique, la vallée était un livre épuisé, lu jusqu'à la dernière page. Pour un homme, cependant, le livre était encore plein d'encre invisible. Il s'appelait Howard Carter. Archéologue, artiste, homme obstiné, il était obsédé par une idée, un nom que la plupart de ses collègues considéraient comme une simple note de bas de page dans l'histoire de la 18e dynastie, Toutankhamon, le jeune pharaon dont la trace s'était perdue dans les sables du temps. Pendant 5 longues et infructueuses campagnes de fouilles, financées par son mécène, Lord Carnarvon, Carter mena des opérations. 5 campagnes de déception, de fausses pistes et d'un labeur exténuant qui ne produisirent que des gravats et de la poussière. Les fonds s'épuisaient. Lord Carnarvon, aristocrate et joueur invétéré, perdait patience et espoir. Cette saison devait être la dernière, un ultime pari contre le désert et le temps. L'équipe de Carter travaillait avec un désespoir silencieux, dégageant la zone au pied du tombeau de Ramsès VI, l'un des rares sites encore intacts. Carter pensait que les bâtisseurs antiques avaient peut-être érigé leur hutte directement au-dessus de l'entrée d'une sépulture plus ancienne, la dissimulant ainsi involontairement aux yeux de la postérité et des pilleurs. C'était sa dernière hypothèse, la plus audacieuse. Et puis, le matin du 4 novembre, un événement se produisit qui allait changer à jamais l'histoire de l'archéologie. Rien d'extraordinaire, ni avalanche, ni présage. Un simple porteur d'eau trébucha, dégagea le sable du pied et heurta quelque chose de solide, une marche de pierre, une simple marche qui s'enfonçait dans l'obscurité de la vallée. Le cœur de Carter se serra. Combien de fois avait-il imaginé ce moment? Combien de fois cet espoir s'était-il évanoui? Il ordonna aux ouvriers de commencer immédiatement le déblaiement. Avec une rapidité fébrile, sous son regard intense, ils dégagèrent des tonnes de sable et de gravats accumulés pendant 3 millénaires.
Une deuxième marche apparut, puis une troisième, une quatrième, un escalier entier descendant dans l'obscurité. 12 marches, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une porte scellée. Le plâtre était intact. Des empreintes de sceaux y étaient visibles. Carter, à peine capable de respirer, se pencha pour les examiner. C'étaient les sceaux d'une nécropole royale, un chacal et 9 captifs. Signe que derrière cette porte se trouvait un tombeau de haut rang, peut-être même royal. Et surtout, le sceau semblait intact. Se pouvait-il qu'après tous ces siècles, il ait découvert un tombeau intact? Il se trouvait devant la plus grande découverte de sa vie, mais il ne pouvait avancer. L'honneur et le devoir exigeaient la présence de son mécène. Avec une volonté surhumaine, Carter ordonna aux ouvriers de remblayer l'escalier, dissimulant ainsi sa trouvaille aux regards indiscrets et aux pilleurs omniprésents. Il envoya un télégramme à Lord Carnarvon, en Angleterre, devenu légendaire. Enfin, une merveilleuse découverte dans la vallée, un magnifique tombeau aux sceaux intacts, remblayé avant votre arrivée. Félicitations. 3 semaines d'une attente insoutenable s'ensuivirent. Carter vivait dans un état de tension nerveuse extrême, gardant jalousement son secret. Enfin, le 23 novembre, Lord Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn, arrivèrent à Luxor. Le lendemain, les travaux reprirent. L'escalier fut de nouveau dégagé et la même porte se dressait devant eux. Carter, Carnarvon et Lady Evelyn descendirent les marches. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Ils forcèrent le passage par la première porte. Au-delà s'étendait un couloir descendant, encombré de gravats. C'était mauvais signe. Les voleurs laissaient généralement de tels débris derrière eux, remplissant le passage pour effacer leurs traces. L'espoir qui avait si vivement brillé dans le cœur de Carter commença à s'éteindre. Lentement, pierre par pierre, ils dégagèrent le couloir. Et 10 mètres plus loin, ils arrivèrent à une seconde porte scellée. C'était une copie conforme de la première. Elle portait les mêmes sceaux de la nécropole royale, mais dans le coin inférieur gauche, Carter remarqua des traces d'une porte qui avait été ouverte puis soigneusement refermée. Des pilleurs. Ils étaient donc passés par là. Mais quand? Et qu'avaient-ils emporté? Peut-être que seules des pièces vides et saccagées les attendaient derrière la porte. Le moment de vérité était arrivé. 26 novembre 1922. Dans un silence de mort, à la lueur d'une lampe, Howard Carter prit un ciseau et un marteau. Les mains tremblantes, il perça un petit trou dans le coin supérieur de la porte. Un air chaud et vicié s'en échappa, chargé d'odeurs séculaires, de résine et d'une insaisissable essence ancestrale. Carter alluma une bougie et l'approcha du trou pour vérifier la présence de gaz toxique. La flamme vacilla sans s'éteindre. Cela signifiait qu'il y avait un espace derrière le mur, une circulation d'air. Lord Carnarvon ne supportait plus la tension. « Voyez-vous quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Carter colla son visage à l'ouverture. Ses yeux, habitués à la faible lumière du couloir, mirent quelques secondes à s'adapter à l'obscurité. D'abord, il ne distingua qu'une brume dorée. Puis, à mesure que ses pupilles se dilataient, des formes commencèrent à émerger des ténèbres. D'étranges figures animales, des statues et de l'or. Partout où se posait le faisceau vacillant de sa lampe torche, une lueur dorée scintillait. Il était sans voix. Les mots lui restaient coincés dans la gorge. Toutes ces années de recherche, toutes ces déceptions, toute cette foi inébranlable défilèrent devant ses yeux. Tout cela avait mené à cet instant précis. « Vous voyez quelque chose ?» répéta Carnarvon, la voix tremblante d'impatience. Carter se retourna lentement,
peinant à trouver la force de prononcer les mots qui résonneraient à travers les décennies, symbolisant le plus grand triomphe archéologique. « Oui, murmura-t-il. Des choses merveilleuses. » L'air scellé depuis 32 siècles leur caressa le visage. Épais, lourd, il était imprégné des senteurs de l'éternité, les arômes de résine séchée, d'encens et la poussière du temps. Lorsque les yeux d'Howard Carter s'habituèrent à la pénombre, percée seulement par le faisceau vacillant de sa lanterne, il se figea, muet. Derrière lui, Lord Carnarvon, trépignant d'impatience, posa une question qui allait entrer dans l'histoire. « Voyez-vous quelque chose ?» Une éternité s'écoula avant que Carter, haletant d'excitation, ne puisse répondre « Oui, des choses extraordinaires. » C'était un euphémisme. Ce qui s'offrit à leurs yeux était indescriptible. Il ne s'agissait pas d'une chambre funéraire au sens traditionnel du terme. Ordonnée, austère, préparée pour le repos éternel. Non, c'était un grenier divin, l'entrepôt du pharaon, regorgeant de trésors qu'il comptait emporter dans l'au-delà. Tout était entassé dans un désordre apparent, comme si les prêtres s'empressaient d'achever le rituel et de sceller le tombeau à jamais. Mais même dans ce chaos, un luxe inimaginable et éblouissant transparaissait. Ce qui m'a frappé en premier, c'était l'éclat de l'or. Il était partout. Le faisceau de la lampe torche traçait dans l'obscurité le dossier doré d'une chaise, le pied incrusté d'une table, la surface scintillante d'un coffre. La lumière n'était pas simplement reflétée, elle se fondait dans cet océan d'or, se brisait en 1000 étincelles, faisant danser des ombres sur les murs comme des esprits troublés par cette intrusion soudaine. Au centre de ce chaos doré se dressaient 3 immenses lits monumentaux. Ils n'étaient pas destinés au sommeil. C'étaient des lits funéraires rituels, gardiens de l'autre monde. Chacun était sculpté à l'image d'une créature mythique. L'un reposait sur les figures de 2 lionnes féroces, symbole du pouvoir royal et protectrice de l'horizon. Le second était soutenu par les têtes de la vache divine Méhet Uret, personnifiant les eaux célestes sur lesquelles l'âme du pharaon s'embarquerait pour son ultime voyage. Mais le plus étrange, le plus surnaturel, était le troisième. Il était soutenu par les figures de créatures hybrides et étranges, au corps d'hippopotame, aux mâchoires de crocodile et à la crinière de lion, l'incarnation de la déesse Amat, la dévoreuse d'âmes, celle qui pesait le cœur des pécheurs. Ces monstres d'or, aux yeux de calcite et de lapis-lazuli, fixaient les ténèbres, gardiens éternels de la paix de leur maître. Sous et autour de ces lits reposait un véritable trésor. 4 chars de cérémonie gisaient démontés, tels les rouages d'une mécanique céleste. Leurs caisses de bois étaient entièrement recouvertes de feuilles d'or, ornées de délicates gravures représentant des scènes de chasse et de guerre. Le pharaon, cerné d'ennemis et de bêtes sauvages, paraissait un guerrier invincible. On pouvait presque entendre le grondement des roues et le hennissement des chevaux, imaginant le jeune souverain galoper à travers le désert, un cortège de gloire flottant derrière lui. À présent, ces symboles de vitesse et de puissance reposaient démontés, silencieux, attendant leur maître dans les plaines de Yalu. Le regard glissa plus loin, s'attardant sur des merveilles toujours plus nombreuses. Des vases d'albâtre d'une blancheur immaculée, si finement ouvragés qu'ils semblaient translucides. Certains conservaient encore des traces d'huile et de parfums précieux, dont l'arôme, mêlé à l'odeur de poussière, créait une atmosphère indescriptible. Des dizaines de coffres et de malles d'ébène, incrustés d'ivoire et d'or, s'empilaient les uns sur les autres. Certains étaient
scellés des sceaux immaculés de la nécropole royale, gardiens de leurs secrets. Que contenaient-ils? Des robes royales, des bijoux, des rouleaux de papyrus remplis de formules magiques. Chaque coffret n'était pas seulement un artefact, mais une capsule temporelle, la promesse d'une découverte nouvelle encore plus incroyable. Mais au milieu de toute cette splendeur, un objet captivait le regard, faisant battre le cœur plus vite. Le trône. Non pas un trône quelconque, mais un chef-d'œuvre de l'art égyptien antique, aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Fait de bois, recouvert d'or et d'argent, incrusté de faïence, de verre et de pierres semi-précieuses, il brillait même dans la faible lueur des lanternes. Mais son plus grand trésor n'était pas le luxe de ses matériaux, mais la scène représentée sur son dos. Là, dans l'intimité d'un foyer, le jeune pharaon Toutankhamon était assis, détendu. Sa jeune épouse, la reine Ankhésénamon, lui caressait doucement l'épaule, parfumant le corps de son époux. Leur visage était empreint de toutes ces vérités royales. C'était une scène d'amour, de chaleur et de sérénité. Le disque solaire du dieu Aton, qu'ils vénéraient, projetait ses rayons vers eux, se terminant par des paumes porteuses de vie. Dans ce prélude sombre et silencieux à la mort, au milieu de gardes imposants et de symboles de pouvoir, ce petit îlot de tendresse humaine paraissait particulièrement poignant. Il n'était pas un pharaon et une reine, mais simplement un jeune homme et une jeune femme, figés dans un instant d'amour éternel. Carter et Carnarvon n'étaient pas de simples découvreurs. Ils étaient des intrus. Ils avaient pénétré dans un espace interdit aux yeux des vivants. Chaque objet ici présent n'était pas une pièce de musée, mais un élément d'un mécanisme complexe conçu pour assurer la vie éternelle du pharaon. Les jouets de son enfance, les armes avec lesquelles il avait combattu, les meubles qu'il utilisait, tout était là, attendant le réveil de leur maître. Ce n'était qu'un vestibule d'éternité, croulant sous les présents et les provisions. Mais même sa splendeur surpassait tout ce qu'on n'avait jamais trouvé en Égypte. Pourtant, le regard de Carter ne se posait pas uniquement sur les trésors. Au fond de la pièce, entre deux statues de gardiens noirs grandeur nature, une autre porte scellée était visible. Des gardes, recouverts de résine noire, coiffés de parures dorées et chaussés de sandales, semblaient vivants, veillant sur ce passage. Leurs yeux vides fixaient droit devant eux, au-delà des intrus, vers l'éternité. Si cette splendeur n'était qu'un hall d'entrée, que se cachait donc derrière cette autre porte? Que gardaient ces sentinelles silencieuses? Là, dans l'obscurité impénétrable, le plus grand secret du jeune pharaon attendait d'être révélé. Et les chercheurs l'avaient compris. La découverte la plus incroyable restait à venir. Pour comprendre pourquoi le tombeau de Toutankhamon a suscité un tel engouement archéologique, il faut d'abord se poser la question fondamentale. Qui était Toutankhamon, au juste? Pour le monde de 1922, son nom était quasiment inconnu. Il n'était qu'une ombre, une simple note de bas de page dans des papyrus poussiéreux, l'un des nombreux souverains de la 18e dynastie, dont le règne fut bref et apparemment sans éclat. L'histoire écrite par ses successeurs s'est efforcée de l'effacer, de le réduire à une page blanche dans la longue lignée des pharaons. Mais l'histoire, à l'instar du Nil, a cette capacité à faire ressurgir ce qui a été enfoui sous ses sédiments. Il naquit au cœur d'une tourmente religieuse sans précédent en Égypte. Son père, le pharaon hérétique Akhénaton, osa défier le panthéon millénaire des dieux. Il rejeta le puissant Amon-Rê, ferma ses temples à Thébès et proclama un dieu unique, Aton,
le disque solaire dispensateur de vie. Le pays tout entier fut converti de force à cette nouvelle foi. La capitale fut transférée de l'antique Thèbes au désert, dans la ville construite spécialement à cet effet d'Akhénaton, l'horizon d'Aton. C'est là, dans cette cité utopique, brûlée par le soleil et l'hérésie, que naquit un garçon, nommé Toutankhaton, signifiant « image vivante d'Aton ». Son enfance se déroula dans une cage dorée. Les palais d'Akhénaton regorgeaient d'un luxe et d'un art sans précédent dans le nouveau style d'Amarna, plus vibrant, plus réaliste, presque intime. On y voit des images de la famille royale, Akhénaton, sa légendaire et belle épouse Néfertiti et leur fille, baignée par les rayons du soleil d'Aton. Mais qui était la mère de Toutankhamon? Longtemps considérée comme Néfertiti, des études génétiques de momies désignent une autre femme. Sa mère était très probablement l'une des épouses secondaires d'Akhénaton, qui, selon une pratique courante visant à préserver la pureté de sa lignée, était sa propre sœur. Sa momie est connue sous le nom de « jeune dame ». Ainsi Toutankhamon était le fruit de la consanguinité, ce qui le condamna à une santé fragile dès sa naissance. Le monde d'Aton, si vibrant et radical, se révéla fragile. Après la mort d'Akhénaton, l'empire sombra dans le chaos. Sa révolution ne parvint pas à s'imposer. Le peuple grommelait, le clergé des anciens dieux nourrissait une haine féroce, et l'armée était mécontente du déclin du prestige international de l'Égypte. Après les règnes brefs et mystérieux des successeurs d'Akhénaton, un jeune garçon, Toutankhaton, monta sur le trône à l'âge de 9 ans seulement. Bien sûr, un enfant de 9 ans ne pouvait régner seul. Il n'était qu'un symbole, une figure emblématique au sommet du pouvoir. Les véritables maîtres de l'Égypte étaient deux puissants courtisans. Le vizir Haï, homme politique sage et rusé, et le commandant en chef de l'armée, Horemheb, chef militaire ambitieux et impitoyable. Ils tiraient les ficelles derrière le jeune pharaon, orientant le pays à leur avantage. Leur première et plus importante décision était prévisible, un rejet total de l'héritage d'Akhénaton. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de politique, mais d'un repentir. Le jeune pharaon renonça publiquement au dieu de son père. Il changea son nom de Toutankhaton en Toutankhamon, image vivante d'Amon, restaurant ainsi la suprématie de l'ancien panthéon. Sa jeune épouse, Ankhésenpaaton, fille d'Akhénaton et de Néfertiti, prit également le nom d'Ankhésenamon. La cour abandonna la cité maudite d'Akhénaton et retourna triomphalement à Thébès. Les temples d'Amon furent rouverts, leurs richesses restaurées, et le clergé retrouva son influence d'antan. Le nom d'Akhénaton fut maudit, ses statues brisées et ses images effacées des murs. Que ressentait Toutankhamon à cette époque? Ce rejet de la foi de son père était-il une tragédie personnelle ou simplement une nécessité politique qu'il ne comprenait pas pleinement? Nous ne le saurons jamais. Mais les objets découverts dans son tombeau nous livrent des indices sur sa personnalité. Parmi les trésors figuraient de nombreux chars, arcs et javelots. Peut-être, malgré ses maux congénitaux, était-il un chasseur passionné, cherchant à mener la vie d'un pharaon actif. Cependant, à côté des armes se trouvaient plus de 130 cannes et bâtons, dont beaucoup portaient des traces d'usage intensif. L'examen de sa momie a révélé qu'il souffrait de nécrose osseuse aux pieds et qu'il boitait probablement. L'image d'un souverain puissant sur un char d'or contraste tragiquement avec celle d'un jeune homme s'appuyant sur une canne. Son règne ne dura qu'une dizaine d'années. Il ne réalisa ni grande conquête, ni construction de temples grandioses.
Son règne fut une période de stabilisation, une restauration après le schisme d'Amarna. Pharaon guérisseur, il avait pour mission de panser les plaies infligées au pays par son père. Mais sa vie personnelle fut également marquée par la tragédie. 2 petits sarcophages contenant les momies de ses 2 filles prématurées furent découverts dans son tombeau. La dynastie touchait à sa fin. La mort survint subitement à l'âge de 19 ans. La cause demeure incertaine. Peut-être s'agissait-il du paludisme, aggravé par une santé fragile et une jambe cassée. Peut-être était-ce tout autre chose. Son décès fut si inattendu qu'aucun tombeau royal digne de ce nom ne fut préparé pour lui dans la vallée des rois. Il dut être enterré à la hâte dans un tombeau modeste probablement destiné à un noble, peut-être son mentor, Haï, qui lui succéda sur le trône. Commença alors le processus d'oubli. Les pharaons suivants, et notamment Horemheb, qui finit par s'emparer du pouvoir, s'efforcèrent d'effacer toute la période d'Amarna de l'histoire. Les noms d'Akhenaton, de Néfertiti, de Toutankhamon et d'Aï furent rayés des listes royales officielles. Leurs monuments furent détruits ou usurpés. Selon l'histoire officielle, Horemheb régna immédiatement après Amenhotep III. Toutankhamon, le jeune homme qui avait restauré les anciens dieux en Égypte, fut relégué aux oubliettes, tout comme le père hérétique qui l'avait renié. C'est précisément cet enterrement hâtif et l'oubli qui s'ensuivit qui lui furent profitables. Son petit tombeau modeste fut bientôt recouvert par les décombres de la construction du tombeau voisin, plus imposant, de Ramsès VI. Pendant 3000 ans, l'entrée de sa dernière demeure demeura cachée sous des tonnes de sable et de gravats, invisibles aux pillards de l'Antiquité. Le jeune pharaon, que l'histoire avait tenté d'effacer, disparut tout simplement. Il sut attendre son heure, préservant non pas le butin de guerre ou ses hauts faits, mais quelque chose de bien plus précieux, l'empreinte intacte d'une époque éphémère, figée dans le temps sous les sables d'Égypte. L'air dans le tombeau s'épaissit, devenant presque palpable. Des mois de travail minutieux dans l'antichambre touchaient à leur fin. Chaque artefact, chaque char, chaque sarcophage avait été inventorié, photographié et mis au jour. L'équipe d'Howard Carter se tenait désormais devant l'ultime frontière, un mur scellé entre 2 gardiens noirs, les statues du pharaon, dont les corps dorés et les regards perçants veillaient sur le repos éternel de leur maître. Au-delà de ce mur, tous en étaient convaincus, se trouvait la chambre funéraire, un lieu resté à l'abri de la lumière et silencieux pendant plus de 3300 ans. La tension était presque insoutenable. C'était le moment de vérité, l'aboutissement d'années de recherche, d'espoir et de déception. La paix du pharaon avait-elle été troublée par d'anciens pillards? Ou bien la plus grande découverte archéologique de l'histoire les attendait-elle? Avec une extrême prudence, les ouvriers commencèrent à démanteler le mur. Morceau après morceau, le plâtre se détacha, révélant la maçonnerie brute. Carter, à quelques pas de là, retenait son souffle, observant chaque mouvement. Finalement, un petit trou apparut dans le mur. L'archéologue prit une bougie et scruta l'obscurité épaisse et impénétrable. Contrairement à la première fois, où il avait vu des merveilles, cette fois, son regard croisa quelque chose de différent. Quelque chose d'énorme, de massif, scintillant d'une lueur terne à la flamme vacillante de la bougie. Il semblait que tout l'espace derrière le mur était rempli d'une paroi d'or pur. Une fois le passage dégagé, les explorateurs, stupéfaits, pénétrèrent à l'intérieur. Ce qui les accueillit n'était pas une pièce, mais un gigantesque coffre d'or, occupant la quasi-totalité de l'espace. C'était la première arche-chapelle extérieure.
Ses dimensions étaient étonnantes, plus de 5 mètres de long et 3 mètres de haut. Les panneaux de bois, recouverts de feuilles d'or, étaient ornés de hiéroglyphes et d'images de divinités, des formules protectrices tirées du livre des morts, destinées à préserver le pharaon des dangers de l'au-delà. Ce n'était pas un simple coffre, mais une forteresse divine, la première ligne de défense de l'âme du roi. Du côté est de l'arche se trouvaient des portes doubles, verrouillées par un simple verrou de cuivre et retenues par une corde portant le sceau d'argile intact de la nécropole, l'image d'un chacal et de 9 captifs. Le sceau était intact. Le cœur de Carter se mit à battre plus vite. Personne n'avait ouvert ses portes depuis 3000 ans. Il était le premier. Avec une révérence teintée de crainte, Carter coupa la corde ancestrale et, lentement, avec un effort surhumain, tira sur le verrou. Les portes s'ouvrirent en grinçant, dans un grincement qui semblait résonner depuis l'éternité. À l'intérieur, dans l'espace exigu, une nouvelle surprise les attendait. La seconde arche, légèrement plus petite que la première, était drapée d'un immense linceul de lin brodé de centaines, voire de milliers, de rosettes dorées semblables à des étoiles. C'était un linceul funéraire, symbolisant le ciel nocturne sous lequel le pharaon entreprendrait son voyage vers la vie éternelle. Le spectacle était à la fois solennel et légèrement inquiétant, comme s'ils avaient entrevu l'univers même qui gardait le sommeil de son souverain. En soulevant le voile, l'équipe découvrit une seconde arche. Elle aussi était recouverte d'or et de textes magiques, ses portes scellées comme celles de la première. Un long et lent processus commença, évoquant le déballage d'une poupée russe. Chaque couche était une œuvre d'art, chaque serrure une barrière sacrée. En ouvrant les portes de la seconde arche, ils en découvrirent une troisième, et au-delà, une quatrième, la plus intérieure. À chaque pas, l'espace se faisait plus restreint, l'air plus lourd, et le sentiment de proximité avec le sacré s'intensifiait. Sur les parois de la quatrième et dernière arche, de magnifiques bas-reliefs de déesses gardiennes ailées étaient sculptés: Isis, Nephthys, Néith et Selket. Les ailes et les bras déployés, elles enlaçaient l'arche, créant un ultime rempart magique autour de ce qu'elle renfermait. Lorsque cette dernière arche fut démantelée, les chercheurs la virent enfin. Le cœur du tombeau, un sarcophage monolithique en quartzite jaune, si massif qu'il semblait faire corps avec la roche. Sa surface était polie à l'éclat d'un miroir, et à ses angles étaient sculptées les 4 mêmes déesses gardiennes, désormais représentées en pied, les bras enlacés pour l'éternité, protégeant le lit de pierre du pharaon. Le couvercle du sarcophage, taillé dans du granit rose, pesait plus d'1 tonne. Un système complexe de poulies et de treuils était nécessaire pour le soulever. L'opération dura plusieurs jours. Dans un silence complet, seulement troublé par le grincement des chaînes et la respiration haletante des hommes, l'énorme dalle glissa lentement vers le haut. Centimètre par centimètre, elle dévoila l'abîme obscur qu'elle contenait. La poussière accumulée pendant des siècles, remuée pour la première fois en 3 millénaires, tourbillonnait dans les faisceaux des lampes électriques. Tous restèrent figés, penchés sur le sarcophage ouvert. Qu'y avait-il à l'intérieur? La momie d'un jeune pharaon, enveloppé de bandelettes, ou le vide laissé par d'anciens pillards qui avaient enfin réussi à y pénétrer? Mais ce qu'ils virent dépassa toutes leurs espérances. Point de momie dans le sarcophage de pierre. Un cercueil occupait tout l'espace, mais pas n'importe quel cercueil. C'était une figure humaine, grandeur nature, sculptée dans l'or pur. Dans la pénombre du sarcophage, un visage familier luisait,
coiffé d'un émet royal, les bras croisés sur la poitrine, tenant les symboles du pouvoir, un sceptre et un fouet. L'Uræus, le cobra sacré, et la tête de vautour sur son front, les fixait droit dans les yeux, comme venu des profondeurs du temps. Ce n'était que le premier de 3 cercueils anthropomorphes, c'est-à-dire qu'il ressemblait au corps. Le chemin vers la momie n'était pas encore terminé. Le labyrinthe protecteur créé par les anciens prêtres se révélait encore plus complexe et ingénieux que quiconque ne l'aurait imaginé. Et chaque nouvelle étape était plus précieuse et sacrée que la précédente. Il se tenait au seuil du plus grand mystère, mais pour le percer, il leur fallait encore franchir plusieurs portes dorées. Le masque d'or fixant l'éternité de son éclat froid de lapis lazuli et d'or, dissimulait bien plus qu'un simple visage. Il cachait le secret ultime, la raison pour laquelle ce visage s'était figé si tôt dans le silence de la mort. Lorsque Howard Carter et son équipe, avec une infinie précaution, soulevèrent les couvercles des sarcophages et des arches funéraires, ils atteignirent le cœur même du tombeau, la momie du jeune pharaon. Et à cet instant, l'archéologie céda la place à la médecine légale. Le monde entier retint son souffle, avide de réponses. Comment Toutankhamon est-il mort? La première autopsie, pratiquée par l'anatomiste Douglas Derry en 1925, était plus barbare que scientifique selon les normes actuelles. Des bandelettes millénaires, imbibées de résine, avaient durci, collant le corps au fond du cercueil doré. Pour extraire la dépouille, il fallut la démembrer. Déjà alors, les chercheurs remarquèrent les premières anomalies. Le sternum et quelques côtes manquaient. Le cœur, organe vital destiné à comparaître devant le jugement d'Osiris, avait été soit retiré, soit détruit lors de l'embaumement, une violation flagrante du canon. S'agissait-il d'une négligence de la part des embaumeurs, pressés de dissimuler les preuves du crime? Ou le pharaon avait-il subi une terrible blessure à la poitrine, impossible à cacher? Les questions fusaient, mais le corps frêle et noirci restait muet. Plus de 40 ans s'écoulèrent. En 1968, la momie fut de nouveau manipulée, cette fois-ci grâce aux rayons X. Les images obtenues bouleversèrent le monde scientifique. 2 fragments d'os furent découverts à l'intérieur du crâne, à sa base. Une théorie qui semblait auparavant une simple hypothèse audacieuse prit alors tout son sens. Toutankhamon avait été assassiné. Un coup à l'arrière de la tête, insidieux, soudain, ne laissant aucune chance aux coupables. L'image d'un complot de palais se dessinait clairement. Le jeune pharaon, cherchant à restaurer les anciens dieux et à rendre la capitale à Thèbes, contrecarrait les plans des puissants prêtres et courtisans. Les principaux suspects étaient 2 des hommes les plus influents d'Égypte. Le vizir Haï, vieillissant, qui avait épousé la veuve de Toutankhamon après sa mort et accédé au trône, et l'ambitieux chef de guerre Horemheb, qui succéda à Haï et ordonna d'effacer le nom du jeune roi de l'histoire. Pendant des décennies, l'assassinat demeura la théorie dominante. Dramatique et logique, elle transforma l'histoire de Toutankhamon en une véritable énigme de l'Égypte antique. Mais les rayons X ont été remplacés par des technologies bien plus avancées. En 2005, sous la direction du célèbre égyptologue Zahi Hawass, la momie a été extraite de son sarcophage et placée dans un scanner mobile. Des milliers de coupes numériques ont permis de créer un modèle tridimensionnel du corps du pharaon, révélant les structures sous-jacentes et osseuses avec une précision inédite. Cette autopsie virtuelle a tout révolutionné. L'ordinateur a révélé que les fragments d'os dans le crâne n'étaient pas dus à un coup. Ils s'étaient détachés après la mort,
probablement lors de la momification ou même lors de l'examen sommaire effectué par Derry. Le trou à la base du crâne, d'abord pris pour une marque de coup, s'est avéré être un orifice standard pratiqué par les embaumeurs pour extraire le cerveau. La preuve cruciale dans cette affaire de meurtre s'était effondrée. Mais le scanner a révélé un autre détail, bien plus sinistre, jusque-là négligé. Une image glaçante de la jambe gauche attira l'attention des scientifiques. Juste au-dessus du genou, une fracture ouverte et complexe du fémur était manifeste. Il ne s'agissait pas d'une simple fissure, mais d'une blessure grave où des fragments d'os avaient perforé la peau et les muscles. Dans l'Antiquité, sans antibiotiques ni conditions stériles, une telle fracture équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Elle aurait presque certainement entraîné une infection généralisée, une gangrène et une septicémie. Le mode de décès commençait à changer. Non plus un coup fatal dans le calme d'un palais, mais l'agonie d'une terrible blessure. Le pharaon était-il tombé de son char à la chasse ou lors d'une campagne militaire? Les images de son tombeau le représentaient souvent dans de telles situations. Mais l'enquête ne s'arrêta pas là. La génétique apporta le dernier mot. En 2010, une équipe de scientifiques analysa l'ADN de Toutankhamon et de ses supposés proches parents. Les résultats éclairèrent son état de santé. Le pharaon était le fruit d'un inceste. Ses parents étaient très probablement frères et sœurs, Akhenaton et l'une de ses sœurs. Cette situation engendra de nombreuses maladies congénitales. Il souffrait d'une fente palatine, d'un pied-botte au pied gauche et de la maladie de Köhler, une nécrose osseuse du pied qui l'empêchait de marcher sans aide. Plus de 130 cannes furent découvertes dans le tombeau, et il est désormais clair qu'il ne s'agissait pas de simples symboles de pouvoir, mais d'objets essentiels. De plus, les tests ADN révélèrent des traces de plasmodium, l'agent causal du paludisme sous sa forme tropicale la plus virulente. Et puis, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent pour former un tableau tragique. Ce qui se tenait devant nous n'était pas un puissant souverain abattu par des conspirateurs, mais un jeune homme fragile et malade. Son système immunitaire était affaibli par des maladies génétiques et un paludisme chronique. Et maintenant, ce jeune homme, qui pouvait à peine marcher même avec une canne, souffrait d'une terrible fracture de la jambe. Ce fut une catastrophe pour lui. Son corps affaibli ne put lutter contre l'infection qui suivit inévitablement la plaie ouverte. Il mourut quelques jours plus tard d'une septicémie. Le secret que le corps du pharaon avait gardé pendant 3300 ans fut révélé non par une simple clé, mais par une multitude de clés scientifiques. Radiographie, tomodensitométrie, génétique, chaque étape a apporté sa pierre à l'édifice du portrait de ces derniers jours. Et finalement, l'histoire d'un meurtre brutal s'est muée en un récit poignant de la fragilité humaine, celui d'un jeune roi, né pour régner sur le monde, victime d'un concours de circonstances fatales, la malédiction qui pesait sur sa lignée et un accident tragique. Son corps a enfin livré la vérité, non pas une enquête policière, mais une histoire non moins bouleversante. À peine les gros titres annonçant la plus grande découverte du siècle étaient-ils secs que les ombres commencèrent à s'amonceler sur la vallée des rois. La joie du triomphe laissa place à des murmures glaçants qui résonnèrent du Caire à Londres, les murmures d'une ancienne malédiction réveillée de son sommeil. Une série de morts mystérieuses s'ensuivit, transformant un événement archéologique sensationnel en légende gothique. La première et la plus célèbre victime fut Lord Carnarvon, le bienfaiteur de l'expédition, celui dont la foi et les dons permirent la découverte.
en mars 1923, 4 mois seulement après l'ouverture du tombeau, il fut piqué par un moustique. Quelques jours plus tard, en se rasant, Carnarvon se coupa accidentellement la plaie en cours de cicatrisation avec une lame de rasoir. La plaie s'infecta et Carnarvon contracta rapidement une septicémie qui dégénéra en pneumonie. Son état s'aggrava d'heure en heure. Le 5 avril, à 1h55 du matin, à l'hôtel continental Savoy du Caire, le cœur de George Herbert, 5e comte de Carnarvon, cessa de battre. Mais ce n'était pas qu'une simple mort, c'était la naissance d'une légende. À cet instant précis, affirmèrent des témoins, les lumières s'éteignirent dans tout le Caire, plongeant la ville dans une obscurité surnaturelle pendant plusieurs minutes. Et à des milliers de kilomètres de là, dans le château ancestral du Lord, Highclere Castle en Angleterre, Suzy, le fox terrier adoré du Seigneur, se mit soudain à hurler et s'effondra, morte. Coïncidence? Peut-être. Mais pour un public avide de mystère, c'étaient des signes irréfutables. La colère du pharaon s'était abattue sur le premier qui avait osé troubler sa paix. La légende était en train de se propager. Peu après Carnarvon, le financier américain George J. Gould, qui avait visité le tombeau, mourut. Il fut soudainement pris d'une forte fièvre et succomba à une pneumonie. Le prince égyptien Ali Kamel Fahmy Bey, qui avait également visité Toutankhamon, fut abattu par sa femme à Londres. Le radiologue Sir Archibald Douglas Reed, qui avait radiographié la momie, mourut d'une maladie inconnue. Arthur Mace, l'un des principaux collaborateurs de Carter, qui avait porté le coup fatal au mur menant à la chambre funéraire, mourut d'une pleurésie. Le secrétaire de Carter, Richard Bethel, fut retrouvé mort dans son lit. Son père, Lord Westbury, apprenant la mort de son fils, se jeta par la fenêtre du 7e étage. Une statuette provenant du tombeau de Toutankhamon fut retrouvée dans sa chambre. Même les animaux semblaient victimes de la malédiction. Le canari adoré d'Howard Carter, dont les chants enchantaient les archéologues dans leur maison près de la vallée des rois, fut dévoré par un cobra, le serpent sacré, symbole du pouvoir pharaonique, représenté sur la coiffe de Toutankhamon. Pour les ouvriers égyptiens, c'était le présage ultime. La maison avait été profanée et l'esprit du serpent protecteur était venu se venger. La presse s'est emparée de ces récits. Les journaux rivalisaient de détails sordides, attribuant chaque mort, même vaguement liée à l'expédition, à la vengeance du pharaon. Le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle, fervent spiritualiste, a publiquement déclaré croire à la malédiction, suggérant que d'anciens prêtres auraient pu créer des élémentaux, des esprits maléfiques, pour garder le tombeau. Le mythe de la malédiction de Toutankhamon s'est définitivement ancré dans la conscience collective. Mais était-ce vrai? Ou s'agissait-il d'une série de coïncidences tragiques amplifiées à l'extrême? Lorsque le brouillard de la superstition se dissipe, un tableau bien plus prosaïque mais non moins intrigant se dessine. Examinons les faits. Sur les 58 personnes présentes lors de l'ouverture du tombeau et du sarcophage, seuls 8 sont décédés au cours de la décennie suivante. Ce chiffre correspond tout à fait au taux de mortalité moyen pour cette période et cette tranche d'âge. La plupart des membres de l'expédition ont vécu longtemps et heureux. Le principal démenti de la malédiction vint d'Howard Carter lui-même, le profanateur en chef, celui qui fut le premier à pénétrer dans le tombeau, le premier à toucher le sarcophage et à déballer la momie du pharaon. Si la malédiction existait, il aurait dû en être la première victime. Cependant, Carter mourut en 1939, 17 ans après sa grande découverte,
à l'âge de 64 ans, des suites d'un lymphome. La fille de Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, l'une des premières à entrer dans le tombeau avec son père et Carter, vécut jusqu'en 1980 et mourut à l'âge de 78 ans. Qu'est-ce qui a donc emporté Lord Carnarvon et les autres? La science moderne apporte des explications rationnelles. Lord Carnarvon était déjà en mauvaise santé avant son voyage en Égypte. Ses poumons étaient fragilisés par un grave accident de voiture. Compte tenu des conditions d'hygiène du début du XXe siècle, les décès par septicémie, consécutifs à une égratignure infectée, étaient malheureusement fréquents. De plus, les scientifiques ont émis l'hypothèse d'une malédiction microbienne. Le tombeau est resté hermétiquement scellé pendant plus de 3000 ans. Durant cette période, des colonies de micro-organismes dangereux, notamment des moisissures comme l'aspergillus, auraient pu s'y développer. Leurs spores, introduites dans les poumons d'une personne au système immunitaire affaibli, auraient pu provoquer une grave infection pulmonaire aux symptômes similaires à ceux d'une pneumonie. Cette théorie explique les maladies respiratoires dont ont souffert plusieurs membres de l'équipe. Quant aux autres décès, à y regarder de plus près, ils perdent leur mystère. Le meurtre du prince était la conséquence d'une querelle familiale. Le suicide de Lord Westbury fut une réaction tragique à la mort de son fils. La plupart des autres moururent de causes naturelles, compatibles avec leur âge et leur état de santé. La malédiction de Toutankhamon relève moins d'une magie ancestrale que d'un phénomène psychologique et médiatique. Un monde encore marqué par les horreurs de la Première Guerre mondiale était avide de mystère et de fascination, même sinistre. La presse a offert au public ce qu'il désirait, un récit à la fois beau et terrifiant de la vengeance d'un roi antique. Chaque mort devenait non pas une tragédie, mais une preuve, et tous les survivants étaient tout simplement ignorés. C'est ainsi que naît le mythe, non pas à partir des faits, mais par l'attention sélective que l'on leur porte. Le véritable trésor du tombeau s'est révélé être non seulement de l'or, mais aussi une histoire qui démontre à quel point l'humanité désire croire en l'existence de forces qui la dépassent, capables de nous atteindre à travers les millénaires. Un siècle après que Howard Carter eut scruté le tombeau, le monde retint son souffle. Mais cette fois, les chercheurs n'observaient pas une étroite fissure dans un mur de pierre, mais bien la chair et les os du pharaon. L'ère des pelles et des pinceaux céda la place à celle des scalpels, de la lumière et des indices génétiques. La malédiction de Toutankhamon allait être jugée par le juge le plus impartial qui soit, la science moderne. Le tombeau du jeune pharaon recelait le dernier et le plus important sarcophage. Son propre corps, une archive biologique scellée depuis 33 siècles. Le moment était venu de l'ouvrir, lui aussi. Le premier outil de cette investigation de haute technologie fut un scanner. La momie, fragile réceptacle de l'histoire, fut transférée avec une précaution inédite de sa chambre funéraire antique à l'intérieur stérile d'un anneau géant, capable de scruter les linceuls sans en abîmer le moindre fil. Des millions de rayons X, contrôlés par un puissant ordinateur, entamèrent leur dissection numérique. Couche après couche, le scalpel virtuel leva le voile du temps, créant un modèle tridimensionnel d'un corps invisible à l'œil nu depuis l'époque des prêtres embaumants. Les premières images ont fait l'effet d'une bombe, déconstruisant l'une des théories les plus répandues, le meurtre. Pendant des décennies, les égyptologues avaient pointé du doigt une tache sombre et un fragment d'os dans le crâne de Toutankhamon, y voyant la preuve d'un coup fatal à l'arrière de la tête. Le scénario était parfait. Intrigue de cour, complot,
assassinat d'un jeune souverain. Mais le scanner a révélé une autre vérité. Le trou à la base du crâne était soigneusement réalisé avec des contours nets. Il ne s'agissait pas de la marque d'un gourdin, mais du travail des embaumeurs qui l'ont utilisé pour extraire le cerveau lors de la momification. Le fragment d'os, quant à lui, s'est très probablement détaché et déplacé à l'intérieur du crâne au cours de ce même rituel. Il n'y a pas eu de complot, du moins pas de cette manière, mais après avoir dissipé un mystère, la tomographie en révéla un autre, bien plus personnel et tragique. L'ordinateur dévoila ce qui se cachait derrière les sandales d'or et les robes royales. Le pied gauche du pharaon était gravement déformé, un pied-botte congénital aggravé par une nécrose osseuse connue sous le nom de maladie de Köhler. Toutankhamon ne pouvait donc pas marcher normalement. Il boitait, souffrant constamment. Soudain, la signification des centaines de cannes élégantes trouvées dans son tombeau prit tout son sens. Elles étaient considérées comme des symboles de pouvoir, des attributs d'un souverain. Désormais, tout s'éclairait. Pour le jeune roi, elles étaient une nécessité vitale, des aides orthopédiques. L'image majestueuse du pharaon galopant sur son char s'effondra. Il ne restait aux scientifiques que l'image d'un jeune homme maladif, à peine capable de se déplacer dans les couloirs de son propre palais. De plus, le scanner révéla une autre blessure récente, une fracture ouverte du fémur gauche, juste au-dessus du genou. La fracture était grave et, à en juger par l'absence de signes de consolidation, elle s'était produite peu avant sa mort. Elle aurait pu être due à une chute ou à un accident. Instable à cause d'une douleur au pied, le pharaon aurait facilement pu trébucher. Ou bien, cherchant à se montrer à la hauteur de son statut de souverain puissant, il aurait pris le risque de monter dans son char, ce qui aurait provoqué le drame. Cette jambe cassée devint la principale cause de sa mort. La plaie ouverte aurait pu entraîner une grave infection, une septicémie, qui aurait finalement emporté le jeune homme. Mais était-ce là la seule explication? Pour sonder encore plus profondément, au-delà des os, jusqu'à l'essence même de sa biologie, les scientifiques ont franchi une étape sans précédent, le décodage de l'ADN de Toutankhamon. Il s'agissait de l'expédition archéologique la plus audacieuse de l'histoire, un voyage non pas dans la vallée du Nil, mais dans la vallée du génome. À partir d'un minuscule échantillon d'os prélevé sur la momie, les spécialistes ont commencé à extraire des brins d'ADN fragiles et fragmentés. Un papyrus génétique écrit il y a 3000 ans. Les résultats de cette analyse ont stupéfié le monde plus encore que la découverte du tombeau lui-même. Ils ont révélé le secret central de la famille royale de la 18e dynastie, un secret qu'elle avait si jalousement gardé. Le père de Toutankhamon était le célèbre pharaon hérétique Akhenaton. Cela confirmait des soupçons de longue date, mais l'identité de sa mère fut un véritable choc. Il ne s'agissait pas de la légendaire Néfertiti, mais de l'une des sœurs d'Akhénaton, dont la momie avait été découverte dans la même vallée des rois et que l'on surnommait la Jeune Dame. Ses parents étaient frères et sœurs. Toutankhamon était le fruit de l'inceste, une pratique courante chez les pharaons égyptiens qui croyaient qu'elle préservait la pureté de leur sang divin. Mais la nature avait ses propres lois. Le prix de cette pureté s'avéra exorbitant. Le patrimoine génétique du jeune pharaon était truffé d'erreurs et de faiblesses. C'est ce péché ancestral, inscrit dans ses gènes, qui causa ces maladies congénitales, des déformations des pieds, une nécrose osseuse et probablement un système immunitaire affaibli. C'est la génétique qui a apporté la dernière pièce manquante du puzzle. Des traces du parasite Plasmodium falciparum
agent causal de la forme la plus mortelle du paludisme, ont été retrouvés dans l'ADN du pharaon. Alors, tout s'éclaira. Devant nous ne se tenait pas un dieu puissant sur terre, mais un jeune homme fragile dont le corps luttait désespérément pour sa survie depuis sa naissance. Affaibli par des anomalies génétiques, son système immunitaire défaillant, il souffrait de douleurs chroniques à la jambe et probablement de crises récurrentes de paludisme. Et à ce corps épuisé, le destin porta le coup fatal, une grave fracture de la jambe. Ce ne fut pas un seul facteur fatal, mais un tragique concours de circonstances, une tempête parfaite. Une fracture ayant peut-être provoqué une embolie graisseuse ou une septicémie, fut aggravée par une crise aiguë de paludisme, à laquelle son corps affaibli ne put plus résister. La mort de Toutankhamon ne fut ni le fruit d'une malédiction, ni le résultat d'un complot de palais. Son destin fut scellé dès sa conception, inscrit dans son ADN. Le masque d'or ne dissimulait pas un mystère de meurtre, mais la tragédie d'un homme malade, contraint de porter la couronne impériale. La science n'a pas tué la légende. Elle nous a révélé une vérité bien plus touchante et humaine que n'importe quel mythe de malédiction. Un siècle plus tard, le tombeau de Toutankhamon semblait avoir livré tous ses secrets. L'or avait été catalogué, les objets étudiés, la momie examinée. Le monde considérait la tombe KV62 comme une capsule temporelle scellée, complète et achevée. Pourtant, une question a toujours troublé les égyptologues, comme une dissonance discrète au milieu de ces trésors étincelants. Pourquoi le tombeau d'un pharaon, même modeste, était-il si incroyablement petit ? Comparé au tombeau grandiose de Séti Ier ou de Ramsès II, les 4 modestes pièces de Toutankhamon ressemblaient davantage à un entrepôt qu'à la demeure éternelle du souverain des 2 terres. Ce mystère est resté irrésolu pendant des décennies, jusqu'à ce que les technologies du XXIe siècle nous permettent de contempler ces murs familiers sous un jour nouveau. Un nouveau chapitre de cette histoire s'est ouvert non pas avec une pioche et une pelle, mais avec un clic de souris. En 2014, l'égyptologue britannique Nicholas Reeves, travaillant sur des numérisations à ultra haute résolution réalisées par Factum Arte pour créer une réplique exacte du tombeau, a remarqué un détail qui avait échappé à la vigilance des chercheurs pendant un siècle. Sur les murs enduits et peints de la chambre funéraire, au nord et à l'ouest, sous des scènes saisissantes du livre des morts, de fines lignes fantomatiques sont apparues. Il ne s'agissait pas de fissures dues au temps. Ces lignes étaient droites, parfaites, formant des contours étrangement semblables à des portes murées et enduites. Pour Reeves, ce fut une révélation. Il reconstitua le puzzle de toutes les bizarreries du tombeau. Sa taille minuscule, son plan en L, plus typique des tombeaux de reines que de pharaons, son emplacement à droite plutôt qu'à gauche, comme c'était l'usage pour les rois. Et bien sûr, ses empreintes fantomatiques. Une théorie audacieuse, presque hérétique, germa dans son esprit. Le tombeau KV62, tel qu'il se présentait, n'était pas un tombeau. Il s'agissait simplement d'une antichambre, un vestibule menant à une chambre funéraire bien plus vaste et bien plus importante, scellée et dissimulée depuis des millénaires. La mort subite du jeune Toutankhamon prit ses courtisans par surprise. Son propre tombeau n'avait pas encore été préparé, et les prêtres furent contraints de prendre une décision d'urgence, ouvrir et agrandir la partie extérieure du tombeau existant, y inhumer le pharaon, puis sceller à nouveau les murs, dissimulant ainsi le secret ultime. Mais quelle tombe fut profanée pour abriter la sépulture du jeune roi? La réponse de Reeves laissa le monde sans voix.
Il suggéra que derrière ces portes cachées reposait celle dont le nom était synonyme de beauté, de pouvoir et du plus grand mystère de l'époque d'Amarna, celle dont la tombe demeura introuvable, la reine Néfertiti. Cette théorie n'était pas une simple conjecture, elle expliquait bien des choses. Par exemple, pourquoi plus de 80% du mobilier funéraire de Toutankhamon, y compris son célèbre masque d'or, était initialement destiné à une pharaone. Des traces de cartouches remaniées y ont été retrouvées. Si Toutankhamon fut inhumé dans une partie du tombeau de sa prédécesseur, il est logique que certains objets funéraires de cette dernière aient également servi pour lui. De nombreux érudits pensent que Néfertiti régna après la mort de son époux, Akhenaton, sous le nom de pharaon Néfer-Néferuaten. Elle possédait le statut et le pouvoir dignes d'une sépulture grandiose dans la vallée des rois. Et puis, elle disparut tout simplement des pages de l'histoire. La découverte de son tombeau intact est une découverte susceptible d'éclipser même celle de Howard Carter. Le monde entier retenait son souffle en suivant les nouvelles de la vallée des rois. Intrigué par la théorie de Reeves, le ministère égyptien des Antiquités autorisa une exploration non invasive. En 2015, une équipe de spécialistes japonais, dirigée par Hirokatsu Watanabe, arriva sur les lieux avec un radar à pénétration de sol. Les faisceaux de ce radar étaient conçus pour traverser la pierre et le plâtre et révéler d'éventuelles cavités derrière les murs. Les premiers résultats étaient stupéfiants. Watanabe déclara avec assurance que les données radar indiquaient clairement la présence de cavités derrière les parois nord et ouest de la chambre funéraire. De plus, les analyses révélèrent la présence de matériaux organiques et métalliques dans ces cavités. Le monde entier s'enthousiasma pour cette nouvelle. Le tombeau de Néfertiti était presque découvert. L'humanité semblait sur le point d'assister à la plus grande découverte archéologique depuis Toutankhamon. Une analyse infrarouge ultérieure révéla également des anomalies de température sur la paroi nord, pouvant indiquer la présence d'une cavité au microclimat différent. Mais ce triomphe fut prématuré. Comme souvent en science, lorsqu'une technologie en remplace une autre, l'euphorie fit place au scepticisme. Des analyses ultérieures, plus complexes et approfondies, menées d'abord par l'équipe de National Geographic, puis par des scientifiques italiens de l'École polytechnique de Turin, aboutirent à des résultats radicalement différents. Leur équipement, plus sophistiqué et précis, ne révéla aucune trace de pièces cachées, de vide ou de portes scellées. La communauté scientifique était divisée. Les partisans de Reeves soutenaient que les premières analyses étaient précises, mais que les suivantes avaient pu être mal interprétées ou ne pas pénétrer certaines couches rocheuses. Les sceptiques, quant à eux, évoquaient des données erronées et affirmaient que les premiers résultats n'étaient que des artefacts, des erreurs d'équipement ou des interprétations trop optimistes. Plusieurs années se sont écoulées depuis. Les murs de la chambre funéraire de Toutankhamon sont toujours intacts. Les précieuses peintures illustrant le voyage du pharaon dans l'au-delà demeurent intactes. La question de savoir s'il faut ou non percer la chambre funéraire reste en suspens. Le risque d'endommager ce monument inestimable pour tester une théorie qui n'a pas été confirmée à 100% est trop grand. Le mystère des chambres secrètes est devenu un nouveau chapitre de la malédiction de Toutankhamon, la malédiction de l'ignorance. Le tombeau apparemment exploré de fond en comble nous confronte une fois de plus à une énigme insoluble. Il garde silencieusement son secret, narguant notre technologie et notre impatience.
Le plus grand secret du tombeau de Toutankhamon réside peut-être moins à l'intérieur qu'au-delà, derrière le fin voile de plâtre peint. Et ce mystère irrésolu intrigue et attire autant que l'éclat de l'or pur. Le masque d'or de Toutankhamon n'avait pas encore été dévoilé au monde, mais une véritable fièvre s'était déjà emparée de la planète. La découverte du tombeau KV-62 fut bien plus qu'un triomphe archéologique. Elle déclencha une explosion culturelle dont les échos se répercutèrent tout au long du XXe siècle. Un monde épuisé par la Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe espagnole aspirait désespérément à l'émerveillement, à une échappatoire à la dure réalité, à un conte de fées. Et Howard Carter et Lord Carnarvon lui offrirent ce conte de fées, éblouissant, antique et empreint de mystère. La nouvelle de ces choses miraculeuses se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres des journaux annonçaient des trésors inestimables découverts sous le sable. Cependant, Lord Carnarvon, aristocrate et homme d'affaires avisé, commit une erreur fatale pour la presse. Il vendit au Times de Londres, pour une somme alors astronomique, les droits exclusifs de couverture des fouilles et de publication des photographies. Cette décision transforma l'archéologie en un véritable phénomène médiatique. Des reporters du monde entier, privés d'accès aux sources primaires, assiégèrent la vallée des rois, inventant des histoires sensationnelles, corrompant les ouvriers et colportant rumeurs. C'est dans ce climat de guerre de l'information et de ressentiment que naquirent et se renforcèrent les premiers germes du futur mythe de la malédiction. Le moindre échec, la moindre maladie dans l'entourage de Carter était immédiatement amplifié à des proportions démesurées. Tandis que les journalistes brodaient leurs intrigues, le monde était saisi par une véritable égyptomanie d'une ampleur inédite depuis les campagnes napoléoniennes. Ce n'était pas qu'une mode, mais une véritable frénésie qui imprégnait tous les aspects de la vie. Les silhouettes des robes féminines des années folles s'étiraient, rappelant les vêtements des fresques antiques. Les coupes au carré étaient ornées de bandeaux imitant les coiffes de Néfertiti. Lotus, papyrus, ancre et scarabées sacrés ornaient les tissus et les broderies. Les joailliers de Cartier et Van Cleef & Arpels créaient broches, bracelets et pendentifs incrustés de lapis-lazuli et de cornaline, faisant écho aux motifs des pectoraux découverts dans le tombeau. Le cobra qui protégeait le front du pharaon s'enroulait autour des poignets des mondaines de Paris à New York. Ce bouleversement esthétique a donné une impulsion puissante à un nouveau style qui allait définir l'époque, l'art déco. La géométrie rigoureuse, la symétrie, les formes étagées, les motifs végétaux stylisés et les matériaux luxueux de l'art égyptien étaient en parfaite harmonie avec l'esprit du temps. Les architectes ont conçu des gratte-ciel dont les sommets évoquaient des ziggourats ou des pylônes de temples. Les entrées des cinémas et des hôtels étaient ornées de colonnes en forme de paquets de papyrus et les intérieurs de frises représentant des scènes égyptiennes. Du mobilier au luminaire, en passant par les flacons de parfum, l'influence du Nil se faisait sentir partout. La découverte de Carter n'a pas créé l'art déco, mais elle lui a insufflé une substance nouvelle, lui conférant un langage visuel reconnaissable et incroyablement populaire. La culture populaire n'échappa pas à la tentation. Hollywood, encore jeune mais déjà tout-puissant, s'empara aussitôt de la mine d'or. L'image de la momie, auparavant l'apanage des romans gothiques, devint l'un des monstres les plus emblématiques du cinéma. Les music halls américains résonnaient des foxtrots aux titres tels que « Le vieux roi Toutankhamon ». Le nom du jeune pharaon, inconnu un an auparavant, figurait désormais sur les paquets de cigarettes,
les étiquettes de conserve et dans les slogans publicitaires. Toutankhamon devint la première marque mondiale de l'histoire à émerger de son tombeau. Mais derrière les paillettes de la mode et d'Hollywood, un autre drame, bien plus grave, se jouait. La découverte du tombeau survint à un tournant décisif pour l'Égypte. Le pays qui venait d'accéder à l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1922 menait une lutte acharnée pour une véritable souveraineté. Pour les nationalistes égyptiens, les trésors de Toutankhamon représentaient bien plus qu'une simple découverte archéologique. Ils étaient un symbole puissant. Ils étaient la preuve tangible de la grandeur d'une civilisation antique, fruit de l'héritage des ancêtres des Égyptiens modernes et non de celui des colonialistes. Le pharaon devint l'emblème d'une Égypte indépendante à venir. Pour la première fois de l'histoire, le gouvernement égyptien revendiqua la pleine propriété de tous les artefacts découverts. Une âpre bataille juridique et politique s'ensuivit entre Howard Carter, qui, fidèle à une longue tradition coloniale, estimait que certaines découvertes appartenaient à l'expédition, et les autorités égyptiennes. Ce conflit bouleversa à jamais les règles du jeu en archéologie mondiale. L'époque où les chercheurs occidentaux pouvaient exporter librement des antiquités de leur pays d'origine touchait à sa fin. Toutankhamon avait contraint le monde à débattre du patrimoine culturel et de sa restitution bien avant que ces termes ne deviennent courants. Ainsi le tombeau, resté intact pendant plus de 3 millénaires, se retrouva au cœur même de la modernité. Il transforma la façon de s'habiller, de construire des maisons, de regarder des films et de lire des journaux. Il influença le droit international et embrasa la conscience nationale de tout un pays. Le tombeau cessa d'être un simple site archéologique. Il devint un miroir dans lequel le XXe siècle vit le reflet de ses propres peurs, espoirs et soif d'émerveillement. Le jeune roi, silencieux pendant 33 siècles, trouva enfin sa voix. Et cette voix, amplifiée par la presse, la mode et la politique, résonna à travers le monde. La fièvre Toutankhamon ne faisait que commencer. Alors, quelle est la malédiction de Toutankhamon? Peut-être ne s'agit-il pas des murmures des anciens prêtres, mais du vacarme assourdissant du sensationnalisme qui a étouffé la vérité? Un jeu de dupes qui a dissimulé le véritable miracle révélé au monde par Howard Carter. La légende du pharaon vengeur s'est avérée bien plus tenace que le jeune roi lui-même, mais elle n'est qu'une ombre. L'héritage de la tombe KV62 est une lumière qui a percé 3000 ans d'obscurité, et les leçons qu'elle recèle sont infiniment plus importantes que n'importe quelle vengeance fictive. La première et principale leçon à tirer est le triomphe de la science sur la cupidité. La découverte du tombeau a marqué un tournant dans l'histoire de l'archéologie. À une époque où de nombreuses expéditions ressemblaient encore à des pillages, où l'objectif était la lueur de l'or plutôt qu'une pépite de savoir, Howard Carter et son équipe ont établi une nouvelle norme, une décennie de travail minutieux durant laquelle chaque objet, chaque grain de poussière a été décrit, photographié et préservé avant de quitter sa prison vieille de 3000 ans. Il ne s'agissait plus d'une chasse au trésor. C'était la naissance de l'égyptologie moderne, où le contexte est aussi important que l'artefact lui-même. Le tombeau de Toutankhamon nous a appris non seulement à trouver le passé, mais aussi à l'écouter, à le respecter et à préserver son intégrité pour les générations futures. La deuxième leçon est l'humanisation de l'histoire. Avant 1922, les pharaons étaient pour le monde des figures quasi mythiques, des géants sculptés dans la pierre, des divinités sans visage ni faiblesse.
La tombe KV62 a brisé cette image monumentale. Derrière l'éclat d'un masque d'or, nous avons vu pour la première fois non pas un dieu, mais un homme, un enfant. Là se trouvaient ses jouets d'enfance, ses 6 chars, conçus pour la vitesse et la guerre, mais à côté, plus d'une centaine de cannes et de bâtons, témoins silencieux de son handicap physique, peut-être une claudication congénitale. Nous avons vu une mèche de cheveux de sa grand-mère, la reine Tilly, précieusement conservée dans un sarcophage miniature. Nous avons trouvé ses jeux de société, ses instruments d'écriture, son lit de camp. Ce ne sont pas de simples objets funéraires. Ce sont des fragments d'une vie trop courte, trop fauchée. Toutankhamon n'était plus seulement un nom sur une liste de souverains. Il est devenu tangible, tragique et infiniment proche. Sa tombe nous a appris que derrière les grands titres et les sarcophages d'or se cache toujours un destin humain. La troisième leçon réside dans le pouvoir du symbolisme culturel. Jamais une découverte archéologique n'a eu un impact mondial aussi retentissant. Un monde meurtri par la Première Guerre mondiale aspirait désespérément à l'émerveillement, à la beauté et au mystère. Et il en fut comblé. La Toutmania déferla sur la planète. Les motifs égyptiens imprégnèrent l'architecture art déco, la mode, les bijoux et le cinéma. Toutankhamon devint le premier phénomène culturel mondial issu de l'Antiquité. Il prouva que l'histoire n'est pas une simple énumération de dates, mais un récit captivant capable de fasciner des millions de personnes. Ces trésors, qui constituent aujourd'hui le cœur des musées nationaux égyptiens, devinrent un symbole de fierté et d'identité culturelle pour toute une nation en quête de son héritage. La tombe KV62 nous a appris comment une unique découverte peut transformer à jamais notre perception d'une civilisation entière et devenir une source d'inspiration inépuisable. Mais la leçon la plus profonde de ce tombeau réside peut-être dans son essence même. Un message d'éternité. Les anciens Égyptiens croyaient qu'une personne meurt 2 fois. Une première fois lorsque son cœur cesse de battre, et une seconde fois lorsque son nom est prononcé pour la dernière fois. Le but de tous ces rituels complexes, de la momification et des innombrables trésors était unique: empêcher le nom de disparaître, vaincre l'oubli. Et en ce sens, Toutankhamon, ce jeune pharaon insignifiant qui régna seulement 10 ans et fut presque effacé de l'histoire par ses successeurs, remporta la victoire la plus éclatante. Son tombeau n'est pas un piège pour les damnés, mais une capsule temporelle, une lettre soigneusement scellée envoyée dans le futur. Il ne parle pas de vengeance, mais d'espoir, du désir ardent d'un homme de survivre à la mort physique, de demeurer dans la mémoire des générations futures. En brisant le sceau, Howard Carter n'a pas libéré un mal ancestral. Il a exaucé le vœu le plus cher du pharaon. Il a restauré son nom et lui a accordé la vie éternelle dans la mémoire de l'humanité. Les mythes sur les malédictions naissent de la peur de l'inconnu, du pouvoir du temps et de la fragilité de la vie. Mais l'héritage de Toutankhamon nous enseigne autre chose. Il nous apprend à ne pas craindre le passé, mais à l'explorer pour mieux nous comprendre. L'or se ternira, les légendes tomberont dans l'oubli, mais le savoir acquis grâce à cette découverte demeurera à jamais. La véritable malédiction est l'oubli, et le plus grand trésor du tombeau KV62 est l'immortalité conférée par la mémoire.